Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi aussi j'adore. Aujourd'hui, on va vous partager les composantes internes d'un ordinateur. Ces composantes internes d'un ordinateur se trouvent à l'intérieur du boîtier. Si c'est la première fois, abonnez-vous sur cette chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos ou bien ne rien rater les prochaines vidéos. Mais n'oubliez pas d'aimer et de partager pour que cette vidéo atteigne plus loin. Et sans oublier aussi de mettre des commentaires si vous êtes intéressé. Ok, je pense que à la fin de cette vidéo, vous allez bien maîtriser, vous allez bien connaître les composantes internes d'un ordinateur. Tout d'abord, on doit définir ce que c'est le boîtier. Le boîtier, comme vous le voyez ici sur le schéma, sur l'image, est la partie qui compte tous les composants internes pour constituer l'ordinateur lui-même, comme je l'ai déjà dit. Et donc, c'est l'élément le plus visible d'un PC, mais il n'y a pas que des considérations esthétiques à prendre en compte. S'il peut être tentant de faire des économies lors de l'achat d'une configuration complète en s'équipant d'un boîtier bas de gamme, il faut sans doute garder en tête que c'est l'un des rares éléments de la machine qui ne vieillira pas et que l'on possédera donc vraisemblablement durera de longues années. Et ce boîtier a des caractéristiques essentielles. Première caractéristique, il y a alimentation intégrée ou pas, ventilation. Comme évoqué juste au-dessus, certains boîtiers sont fournis directement avec une alimentation intégrée, mais le nombre de références reste assez réduit, ce qui limite le choix en comparaison de l'acquisition de des éléments séparés. Certains modèles proposent également des ventilateurs intégrés pour la circulation de l'air. Là encore, il faut voir si l'achat séparé n'est pas plus intéressant. La deuxième caractéristique, c'est le format. Les boîtiers peuvent se distinguer par leur forme globale. Format tour, comme la photo ci-dessus, avec différentes dimensions. Il y a aussi le format mini PC pour une utilisation en média center par exemple. Cela influera directement sur l'espace disponible à l'intérieur. Il faut bien penser à vérifier la compatibilité avec le format de la carte mère que l'on veut y installer, mais aussi s'assurer de disposer de suffisamment de place pour installer tous ces composants, surtout si plusieurs disques durs sont nécessaires. Si tu possèdes aussi une carte graphique de grande dimension, etc. Si la tentation peut être grande de prendre le plus petit boîtier pour ne pas équiper trop de place dans ton bureau, il faut garder en tête que cela limitera les possibilités d'extension et rendra plus difficile le refroidissement de l'ensemble. Des emplacements sont également prévus dans le boîtier pour la pose de disques durs, des éventuels lecteurs optiques ou autres éléments en façade. Mieux vaut vérifier de disposer de tout le nécessaire selon le matériel dont on dispose. La troisième caractéristique, c'est le matériel. Si la majorité de la structure des boîtiers est constituée d'acier,
Les modèles plus luxueux optent souvent pour l'aluminium plus léger. Attention aux finitions sur les boîtiers bas de gamme où les bords métalliques peuvent parfois être coupants. Il y a aussi les connecteurs en façade. Si tu as bien suivi, tu sais que les connecteurs autour du boîtier seront fournis par la carte mère. Mais la plupart des boîtiers proposent également des ports supplémentaires plus facilement accessibles en façade pour brancher des appareils USB, éléments audio, et ainsi de suite. Il y a aussi les systèmes de fixation rapide et autres accessoires. Un boîtier à bas coût proposera en général le strict minimum pour fixer ses composants avec de simples vis, mais l'achat d'un modèle de meilleure qualité est aussi l'occasion de bénéficier d'innovations intéressantes pour ceux qui pensaient mettre les mains régulières à l'intérieur de leur machine. Système fixation rapide des disques durs, ouverture de la porte par des vis manuelles, mais aussi système passe câble pour un montage propre, filtrer un poussière, possibilité d'ajout d'un système de rota calling. Donc, les composantes internes comprennent votre CPI. CPI, en tout traite, c'est l'unité centrale du processeur. En anglais, c'est Central Processing Unity. Il y a aussi la carte mère, mémoire vive RAM, bloc d'alimentation, adaptateur d'affichage, donc appelé communément la carte graphique, le disque dur, et les cartes d'extension, les lecteurs aussi. Donc, à l'absence d'un de ces composants, serait empêcher votre ordinateur de démarrer du tout. Ok. La première composante, à savoir ici, la première composante interne, c'est la carte mère. Comme vous le voyez ici sur l'image, la carte mère, c'est le composant le plus indispensable à un ordinateur, car la carte mère est le système nerveux de la machine. Véritable système nerveux d'un ordinateur, la carte mère est le point central sur lequel seront montés ou blanchis tous les autres composants. Fixée sourdement au fond du boîtier, elle est visible de l'extérieur par son panneau d'entrée-sortie sur lequel on viendra blanchir écran, appareil USB et autres périphériques. C'est notamment elle qui affiche les écrans avant le lancement du système d'exploitation via son BIOS, microprogramme, installé sur une puce soudée directement sur la carte mère. Là aussi, la carte mère a des caractéristiques essentielles. Il y a le format. Il existe différentes tailles de carte mère, mais vous s'assurer que l'élu de ton cœur entrera bien dans ton boîtier. On utilise des acronymes barbares pour les désigner, le plus courant étant le format ATAX, la carte mère de 305 x 254 mm, avec une variante plus petite micro ATEX 244 x 244 et un autre format comme pour les micro PC qui est le mini ITEX. Là, son mesure de 170 x 170. Il en existe plus d'autres, mais qui comportent moins de références sur le marché. Il y a le chipset
c'est un peu la tête pensante de la carte mère qui va servir à faire dialoguer les différents éléments entre eux. Il va donc conditionner les performances, mais c'est aussi lui qui va déterminer que le type de mémoire ou de processeur sera supporté par la carte. Et vous voyez que le chiffre 7, c'est une caractéristique qui est très importante à l'ordinateur. Le socket de processeur. La carte mère va entre autres accueillir le processeur que je te décrirai après sur un emplacement que l'on dénomme le socket. Là encore, il faut savoir que celui-ci existe sous différents formats selon le marque du processeur, mais aussi selon la génération du processeur. Il y a aussi le contrôle graphique intégré ou pas. Pour brancher un écran, un ordinateur peut soit disposer d'une carte graphique dédiée à l'affichage vidéo, soit d'une carte mère équipée d'un contrôleur graphique intégré. Cette deuxième solution est tout à fait suffisante pour un usage bureautique ou multimédia de base, mais les utilisateurs les plus exigeants et les gamers ne pourront pas couper à l'ajout d'une carte graphique. Il y a aussi le type et le nombre de slots d'extension pour brancher une carte graphique dédiée, mais aussi d'autres types de cartes. Il y a les cartes ISO, les cartes réseau, ainsi de suite. On utilise des ports, le standard actuel étant le PCI Express. Il se caractérise par le bande passante qu'ils peuvent accorder aux appareils connectés. On parle par exemple d'un port PCI Express 16 pixels pour un débit maximal de 16 gigaoctets par seconde. Une carte mère comporte généralement plusieurs ports PCI Express à débit différents. Il y a aussi le type et le nombre de slots mémoire. Autre connecteur indispensable, les silos mémoire servent à accueillir la mémoire vive ou RAM. On les trouve généralement par cadre. Il y a aussi le panneau d'entrée-sortie. Ça, c'est la seule partie qui sera visible de l'extérieur une fois le boîtier fermé. Juste à l'arrière de celui-ci, et d'où vont partir tous les câbles reliant les périphériques en ton ordinateur, écran, souris, clavier, enceinte, imprimante, disque dur externe, appareil USB, et ainsi de suite. La deuxième composante interne, c'est le processeur qui est le cerveau d'un ordinateur. Comme je l'ai déjà dit, le processeur est le cerveau d'un PC, comme vous voyez ici sur l'image. Ça, c'est le processeur Intel. Il y a le processeur AMD, ainsi de suite. C'est beaucoup. Et celui qui va faire des calculs requis lors de l'exécution des programmes, une toute petite pièce qui a donc un rôle primordial, ce qui explique en partie son plus généralement élevé dans une configuration. On emploie aussi souvent l'acronyme CPI pour le désigne. Là aussi, le processeur a des caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est le marque. Comme je l'ai déjà dit, il y a des Intel, comme vous voyez ici sur l'image. Il y a aussi les
processeurs AMD, ainsi de suite. Donc, dans le monde des processeurs, la concurrence se fait rage, mais entre deux acteurs uniquement, l'Intel et AMD. Je ne ferai pas la promotion de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas le but de cet article. Le mieux est de regarder objectivement ce que tu peux t'offrir de mieux selon ton budget et tes besoins. Il y a aussi le type de socket. Je t'en ai parlé au niveau de la carte mère. C'est simplement le format du processeur qui doit correspondre à celui de la carte mère. Il diffère selon le marque et selon la génération du processeur. Le processeur a aussi la caractéristique de nombre du cœur et la fréquence. Là, c'est un point très important et c'est une caractéristique, je dirais, très importante. Ce sont des paramètres qui vont mettre en avant des constructeurs de vantant les mérites de leur camp. Quad Core à 3,2 GHz. Un cœur est quelque sorte une unité de calcul. Le fait d'en avoir plusieurs les permettant d'effectuer plusieurs actions en même temps. Le processeur était autrefois équipé d'un cœur unique, mais aujourd'hui, les plus courants en comportent 2 ou 4, les fameux dual core et quad core. Mais on trouve des processeurs en possédant davantage. La fréquence indique la vitesse à laquelle fonctionne le processeur, exprimée en GHz. En théorie, plus la valeur est élevée, mieux c'est. Je dis en théorie car je pense qu'il est important de comparer ce qui est comparable. Des processeurs de même génération, architecture, avec un même nombre de cœurs, là ça marche. Mais ne te laissez pas avoir par les bons discours marketing. Comparer des processeurs de 3,2 GHz et 4 GHz, mais de conception totalement différente, cela n'a pas vraiment de sens. Le mieux dans tous les cas est de se référer au nombre de benchmarks que l'on peut trouver sur le web et dans la presse spécialisée. Ok, il y a aussi notre composante interne d'un ordinateur qui est la mémoire vive RAM et RAM qui est Random Access Memory. Lorsque ta machine travaille, le processeur ne peut malheureusement pas gérer tout en même temps. Il a donc besoin que quelque chose le regarde de côté temporairement les informations dont il a besoin. Oh, vous voyez, l'importance de la RAM et ça nous aide à travailler beaucoup de choses, beaucoup de calculs d'une façon temporairement. Donc, plus la mémoire RAM est élevée, plus on effectue beaucoup de choses en même état, aussi en peu de temps. Et aussi, c'est le rôle dont la mémoire vive au RAM qui se présente sous forme de petites barrettes que l'on installe le plus souvent par 2 ou par 4. Vraiment, la RAM a beaucoup d'utilité dans l'ordinateur. Aussi, à des caractéristiques, la RAM a des caractéristiques essentielles. Première caractéristique, c'est le format. Pour faire court des mémés pour les fixes, aussi sodium mémés plus petits pour les portables.
À noter que certains modèles relativement ronds de gamme sont équipés d'un système de refroidissement intégré, radiateur, comme la photo ci-dessus. Donc, il y a aussi le type de mémoire. Comme toute technologie, les standards évoluent dans le temps. On parle actuellement de CD-RAM avec là aussi des sous-catégories. On utilise actuellement sur le marché de la DDR2 à la fin de vie, DDR3, le prix courant et DDR4. C'est le débit, les prix sont prohibitifs. Il y a aussi la capacité. La capacité, ça compte ici sur la mémoire. Chaque barrette de RAM peut stocker une quantité donnée d'informations que l'on exprime en gigaoctets. Le prix courant sur le PC actuel est de 4 ou 8 gigaoctets. On veillera à toujours installer les barrettes par deux pour maximiser les performances. Mieux vaut 2 barrettes de 2 gigaoctets qu'une série de 4 gigaoctets. Évidemment, si tu viens à manquer de mémoire vive lors de l'utilisation de ton PC, cela risque de ramer sévèrement. Mais je te rassure, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire ramer ou planter ton PC. Il y a aussi la fréquence et les timings. Pour les puristes, la quantité de mémoire ne fait pas tout et d'autres critères entrent en ligne de compte. Tout d'abord, comme pour le processeur, la fréquence de fonctionnement de la mémoire va faire varier ses performances. On l'exprime en MHz. Le plus haut est bien entendu le mien. Attention, cependant à ce que les barrettes soient conformes aux spécifications requises par la carte mère. Un autre paramètre que je ne détaillerai pas ici concerne les timings de la mémoire vive, exprimé sous forme de suite de chiffres x qui est égal à 9 moins 9 moins 9 moins 24. Cette fois généralement le plus petit est le meilleur. Une autre composante interne, c'est le disque dur ou CD. Vous voyez ici sur l'image, c'est le disque dur. Ça, je pense que tu connais cela où tu vas stocker les données de manière bien plus pérenne que sur la mémoire vive, y compris lorsque ton PC n'est plus alimenté par du courant électrique. Le disque dur HDD va écrire les données sur les deux plateaux en rotation et sera capable d'aller les retrouver ensuite lorsque tu lui demanderas. Mais le bon vient du disque dur que l'on connaît depuis le début de l'informatique a un concurrent deux fois désormais avec les CCD qui sont cette fois équipés de mémoire flash sans aucun élément mécanique. Vous voyez, à la clé, pas de dégagement de chaleur, pas de bruit, plus de solidité, mais en contrepartie à l'heure actuelle, un prix beaucoup plus élevé qu'un disque dur à capacité équivalente. Une solution intelligente actuellement consiste à combiner un CCD pour l'installation du système d'exploitation et de logiciels et d'un ou plusieurs disques durs pour le stockage des données.
À noter également l'existence de disques hybrides CCD HD sur la base d'un disque dur classique, mais avec une petite quantité de mémoire flash pour permettre un démarrage plus rapide du système. Le disque dur aussi a des caractéristiques qui le composent. Il y a aussi le format. Il en existe deux principaux. 3,5 pouces pour les ordinateurs de bilan et les 2,5 pouces plutôt réservés aux PC portables. Vous voyez, pour les ordinateurs de bilan à 3,5 pouces, mais les ordinateurs portables qui ont un PC à 2,5 pouces. Il y a aussi la capacité. On l'exprime en octets et la course est en marche. De disques durs en gigaoctets, nous sommes passés à des disques pouvant stocker plusieurs téraoctets de données qui est égal à 1000 milliards d'octets. Pour les CCD, on trouve une majorité de modèles possédant 128 à 512 gigaoctets. Il y a aussi une autre caractéristique, la vitesse de rotation pour les HDD, de lecture et d'écriture pour les CCD. La vitesse de rotation va déterminer la vitesse d'accès aux données du disque dur. C'est un critère à pas à négliger. Le disque dur est parfois le point faible de certaines configurations et l'on va mettre le paquet sur le processeur, la RAM et la carte graphique et complètement négliger cet aspect pourtant essentiellement au confort d'utilisation d'une machine. La vitesse la plus commune pour les disques de PC de bureau est de 7200 tours par minute, alors que l'on rencontre beaucoup de 5400 tours par minute sur les PC portables. À noter qu'il existe certains disques encore plus rapides à 10 000 voire 15 000 tours par minute. Pour les CCD, ce critère n'a bien entendu aucun sens où l'on va généralement associer aux vitesses de lecture et d'écriture. La quantité de mémoire cache, là aussi c'est une caractéristique du disque dur. Les disques durs ont également besoin de conserver temporairement des informations avant de les écrire sur le disque, de la même manière que la RAM pour le processeur. Il embarque pour cela une petite quantité de mémoire, dite mémoire cache. On la trouve par multiple de 8 mégaoctets, de 8 à 128 mégaoctets. Le plus courant actuellement étant de 64 mégaoctets. Une autre composante interne à savoir si ici c'est la carte graphique, comme vous voyez ici sur le schéma. Ça c'est la carte graphique. Et vous voyez des radiateurs ici des radiateurs. Je l'ai placé ici bien qu'en soit un utilisateur lambda peut très bien se contenter d'une carte mère avec contrôle graphique intégré et ne pas ajouter de carte graphique. Cependant, le jour et les autres utilisateurs exigeants, tant que montage, photos, vidéos, ainsi de suite, ne pourront pas se passer de son composant. Son travail est de produire des images qui vont s'afficher sur ton écran. La carte graphique aussi a des caractéristiques qui le composent. Il y a le chipset graphique. On l'appelle aussi processeur graphique ou GPU.
et c'est lui qui va se charger d'effectuer les calculs nécessaires pour le traitement des images à afficher sur le cas. C'est principalement lui qui fait le plus final de la carte graphique. La différence est de plus pouvant être énorme entre l'entrée de gamme et les modèles les plus performants. Comme pour le processeur, et si les deux acteurs se partagent son marché, AMD et Nvidia. Cependant, cela ne concerne que le chipset car une multitude de marques de cartes graphiques existent embarquant la technologie de l'une ou l'autre firme. On trouve cependant peu de différence entre deux modèles embarquant de même GPI et les marques se différencient généralement par la mémoire embarquée et l'overclocking du GPI. Donc, c'est le fait de modifier sa fréquence de fonctionnement pour le rendre plus performant. La quantité de mémoire vidéo. Comme le processeur et sa RAM, le GPI a besoin de mémoire pour stocker temporairement les informations avant de les traiter. Les constructeurs en ajoutent donc une certaine quantité directement sur la carte graphique. On trouve généralement aujourd'hui 1 gigaoctet pour les cartes d'entrée de gamme, 2 gigaoctets pour être plus confortable et plus avantageux, et les cartes de gamme proposent de plus en plus 4 gigaoctets. Il n'est pas forcément utile d'aller au-delà pour le moment. Attention au marketing agressif des vendeurs. Comme pour le RAM, il n'y a pas que la quantité qui compte pour aller plus loin. Il faut s'intéresser un peu aussi à sa fréquence de fonctionnement. Il y a un autre type qui est plus important, c'est le type de refroidissement. Là aussi, ce type de refroidissement, c'est un caractéristique de carte graphique. La plupart des cartes graphiques embarquent un système de refroidissement à base de radiateurs et ventilateurs, mais certaines cartes dites fanless se passent de ventilateurs pour un silence total. C'est cependant peu approprié aux chipsets haut de gamme qui ont tendance à chauffer beaucoup. Il y a aussi la taille. Attention, certaines cartes grand format ne rentrent pas dans tous les parties à verser avant de l'achat. Vous voyez, si tu peux acheter une carte graphique, il faut tirer l'attention sur la taille. Une autre composante interne, c'est l'alimentation. Le bloc d'alimentation, comme vous le voyez ici, c'est très important pour le fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne fonctionne plus sans l'énergie. C'est pourquoi il a besoin de blocs d'alimentation pour lui accumuler de l'énergie. Donc, c'est un composant qui peut paraître assez peu excitant et pourtant, les amateurs de hardware tant que le matériel savent bien à quel point l'alimentation est importante dans une configuration. Il faut s'assurer de bien la choisir pour qu'elle réponde à nos besoins et privilégier la carte gage d'une bonne durée de vie et d'économie d'énergie. Donc, elles sont parfois vendues intégrées avec le boîtier. Attention cependant aux alimentations bas de gamme qui sont parfois proposées.
Le bloc d'alimentation ici, là aussi, a des caractéristiques qui le composent. C'est la puissance exprimée en watts, comme vous le connaissez, et c'est la quantité d'énergie maximale que peut fournir l'alimentation aux composants. Il faut donc s'assurer qu'elle est capable de nourrir tout le monde selon les besoins de ces derniers, en lui laissant un peu de marge pour qu'il soit le plus efficace possible. Mais il n'est pas non plus utile de la surdimensionner. L'idéal se trouve lorsqu'il fonctionne entre 50 à 70% de sa capacité maximale, soit une alimentation de 400 watts pour des composants nécessitant 10 à 80 de puissance. Bien garder en tête que la puissance nécessaire est fortement dépendante de l'utilisation. Rien à voir entre le surpépère sur Internet et un jeu gourmand en ressources. Notre caractéristique, c'est les connecteurs. Bien entendu, il faut s'assurer que l'alimentation dispose de tous les câbles nécessaires pour relier les différentes composants. Généralement, la carte mère qui distribuera le courant aux différents composants connectés dessus, le disque dur, le CCD, les éventuels têtes optiques, la carte graphique. S'il s'agit d'un modèle gourmand, ne se satisfaisant pas de l'alimentation via la carte mère. Il y a aussi le rendement. C'est le rapport entre le courant électrique entrant et celui dérivé ensuite au composant. La perte se manifeste sous forme de dégagement de la chaleur. Une autre caractéristique, c'est le refroidissement. Même une alimentation en bon rendement dégagera de la chaleur. Il faut donc le refroidir pour éviter le souci. La majorité d'entre eux, elle embarque pour cela un ventilateur, le plus souvent de 120 mm, pour certaines de 80 mm, mais avec risque de générer davantage le bruit. Un ventilateur plus petit doit tourner plus vite pour brasser la même quantité d'air. Autre composante interne d'un ordinateur, c'est le refroidissement. Combiné avec le radiateur, la chaleur est l'ennemi des composants électroniques. Qu'on se dise, comme vous le voyez ici sur l'image, ça c'est le refroidissement, le ventilateur, ça c'est le radiateur, vous le voyez. Le processeur est également fourni l'origine avec un ventilateur plus radiateur, comme je l'ai déjà dit. Mais on peut préférer le remplacer par un modèle plus performant du point de vue du refroidissement et du silence de fonctionnement. Mais refroidir les composants ne sert pas à grande chose si la chaleur reste à l'intérieur du boîtier. Il faut donc penser à installer un ou plusieurs ventilateurs en extraction, le plus souvent à l'arrière et à haut du boîtier. La chaleur monte. Vous voyez? Et il y a les composants optionnels. Ici, on parle le disque optique graveur. Là aussi se trouve à l'intérieur du boîtier. C'est-à-dire que ça appartient dans les composantes internes du boîtier. Donc, le lecteur optique graveur, comme vous le voyez ici sur le schéma, ça c'est l'image de graveur.
de moins en moins utile à l'ère des clés USB et autres cartes de stockage, mais il reste cependant très courant sur les machines, surtout que les faibles coûts incités et sans équiper au moins au cas où. Dernièrement, c'est la carte d'extension. La carte d'extension, comme vous le voyez ici sur l'image, a 2 antennes. Autre installation d'une carte graphique, il est possible d'entendre d'autres fonctionnements de la carte mère avec l'ajout d'extension. Il y a la carte son, la carte réseau Wi-Fi et ainsi de suite. Elle se connecte généralement sur les slots PCI Express de la carte mère, laissant ainsi apparaître l'air connectique à l'arrière du boîtier. Voilà les composantes internes d'un ordinateur. Je vous remercie et on se reverra à la prochaine vidéo. Bye bye.